Une expérience unique dans une vie d'artiste. La nef du Grand Palais offerte à un seul créateur. Monumenta n'est pas fait pour découvrir de jeunes artistes. Cette année, c'est le Russe Ilya Kabakov. Mais c'est un artiste total. Je veux dire que c'est un artiste complet. Son œuvre est née dans l'URSS communiste, mais très tôt, par l'esprit, Kabakov sut s'en évader. Il vit dans ce monde du rêve, il vit dans ce monde de l'absurde. Il est dans ce monde en permanence. Avec Emilia, sa femme, ils ont créé des centaines d'installations partout à l'étranger. Le Grand Palais est leur plus importante à ce jour. C'est effrayant, c'est angoissant. C'est une vraie pression de travailler à cette échelle et dans cet espace. Un défi technique, un musée imaginaire avec toutes leurs obsessions. Bienvenue dans l'étrange cité des Kabakov. Paris, 5 h du matin. La capitale est encore une belle endormie, mais au pied de la Seine, le Grand Palais semble se réveiller doucement de sa torpeur. Une agitation encore imperceptible semble l'envahir. Un frémissement teinté d'un soupçon de mystère. La nef du musée a été entièrement nettoyée, vidée, épurée. Mise à nu, sa beauté soudain sublime éclate. Le Grand Palais, ce sont des dimensions inouïes qui n'existent nulle part ailleurs. C'est 13 500 mètres carrés au sol. C'est 40 mètres de hauteur. C'est également 20 000 mètres carrés de verrière. Une confrontation avec un excès de lumière que vous n'avez nulle part ailleurs, puisqu'il n'y a pas de lieu aussi grand, vide que le Grand Palais. Une fois par an, cette cathédrale de lumière se transforme en une exposition unique, éphémère, gigantesque. L'idée intellectuelle, l'idée artistique, c'était permettre à un artiste qui travaille sur ces dimensions, sur un rapport étroit avec le lieu, dans les deux sens, le lieu architectural, le lieu social, le lieu métaphysique, le lieu poétique. Donc travailler sur ces questions de confrontation et de dialogue entre une œuvre et une architecture, une scène aussi. Un spectacle artistique total qui porte bien son nom, Monumenta. Monumentalité ne veut pas dire puissance, force, ça veut dire aussi fragilité. Ce terme monumenta, en lui donnant cette terminaison féminine, peut-être je me trompe, mais c'était quelque chose qui était important pour moi, c'était pas le monument, c'était au contraire de dire quelle peut être la force de l'art, quelle peut être son intelligence, sa complexité par rapport à une scène comme celle-là. Un lieu, une œuvre, un artiste, choisi parce qu'il a les épaules assez solides pour relever le défi, choisi parce qu'il a fait ses preuves dans le monde entier, choisi aussi parce qu'il pourra faire de ce lieu le théâtre de sa créativité. Le premier à investir la nef du Grand Palais et à l'aménager selon son propre désir, c'est l'artiste allemand Anselm Kiefer, en 2007.
Son installation qu'il nomme Chute d'étoiles est un enchevêtrement de tôles et de plaques de béton qui offre un paysage de désolation. L'année suivante, c'est au tour de l'Américain Richard Serra de relever le défi. Cette fois, ce sont 5 immenses stèles d'acier qui se dressent telles des totems. Vint le Français Christian Boltanski. Les Monumenta ont d'habitude lieu au printemps, mais cette saison ne plaît pas à Boltanski. Délibérément, il choisit le mois de janvier. Ce qu'a réussi Christian Boltanski, d'une part, il a su utiliser l'hiver. Il faisait très froid au Grand Palais pendant son Monumenta. En tout état de cause, cette œuvre qui est fondamentalement inspirée par la Shoah, il la situe dans le froid et le visiteur l'a ressenti tout de suite. Et la deuxième chose, c'est le traitement de l'horizontalité, correspondant parfaitement au propos qui est apparu très clair aux visiteurs, au public, de ce rapport entre l'homme écrasé par la machine nazie. Et la grue, n'est-ce pas, qui prenait les vêtements et qui les faisait retomber, dans mon esprit, c'était, eh bien, pourquoi il y en a certains qui survivent et d'autres qui, hélas, meurent. En 2011, l'œuvre de l'anglais Anish Kapoor marque une étape importante dans la saga Monumenta. Avec près de 300 000 visiteurs en 6 semaines, l'exposition atteint un record absolu de fréquentation. L'œuvre était d'une dimension particulièrement adaptée à celle du Grand Palais. Elle avait également, par son trait, par cette espèce de ce qu'il a appelé le Léviathan, mais que beaucoup de personnes ont ressenti un peu comme une matrice, comme un retour dans le sein maternel. Il y a eu une communion immédiate entre le public et l'œuvre. La sensualité pour Kapoor, l'abstraction pour Serra, la référence historique pour Kieffer et Boltanski, puis la couleur chez Buren, le dernier créateur à s'être confronté à la démesure et à la lumière du Grand Palais. Le prochain artiste, c'est lui. Cet homme de 80 ans, seul, presque anonyme, il n'est pas perdu dans cet espace vide. Bien au contraire, il s'apprête à le remplir de son rêve. Son nom, Ilya Kabakov, ou l'étrange Monsieur K. Une figure majeure de la scène artistique mondiale, considéré par certains critiques comme un des plus grands artistes vivants. Mais qui est-il vraiment ? Dans les rayonnages des bibliothèques, l'œuvre semble protéiforme, insaisissable, faite d'installations, de dessins, de peintures, de sculptures et de textes. Pour comprendre, il faut remonter l'histoire d'un homme qui a commencé à créer, il y a 50 ans, dans la clandestinité la plus absolue. Moscou, années 50. Depuis la révolution de 1917, le communisme dicte sa loi dans une atmosphère de manque, de peur et de répression. Le parti a mis en place un art officiel, le réalisme socialiste, tout entier acquis à sa cause. C'est le seul à trouver grâce à ses yeux. Il n'était pas pensable d'avoir une note triste dans un tableau. C'est la joie de vivre, les performances des agriculteurs, des fermières, des laitières, de l'industrie, de tout.
On devait rendre hommage à cette vie extraordinaire qu'on vivait en Union soviétique et qui était tellement différente de la vie ailleurs, et tellement meilleure, et qui devait s'améliorer d'année en année, de jour en jour. Les artistes non officiels, peintres, sculpteurs, poètes, écrivains, cinéastes, sont sévèrement surveillés et contrôlés par l'État, voire châtiés et exilés. C'est dans ce climat que grandit le jeune Ilya Kabakov. Il naît en Ukraine en 1933. Il était très doué pour le dessin, tout petit, et donc sa mère l'a tout de suite orienté vers une carrière, une scolarité déjà artistique. Et pour gagner sa vie, il est devenu illustrateur de livres, et en particulier de livres d'enfants. Il a fait un nombre incroyable d'illustrations, de contes, de légendes, de toutes sortes de livres ou d'enfants. Le régime soviétique ne permettait pas aux gens de ne pas travailler. On était bon à rien quand on ne travaillait pas. On devait tous travailler, avoir un métier. Et ces artistes, pour exister, pouvaient être illustrateurs. C'était son gagne-pain, enfin, c'était sa fonction sociale. Comme il avait son statut d'illustrateur, il avait droit aux fournitures. C'est quand on n'a pas aucun statut qui est lié à l'art qu'on est dans la grande difficulté pour obtenir du papier, je ne parle pas de l'atelier, du papier, des toiles, de la fourniture, on n'avait pas droit. Et vers les années 50-60, il a commencé une activité de peintre complètement indépendante, en privé, si vous voulez. Mais il est entré, de ce fait, dans une espèce de semi-clandestinité. Créer, coûte que coûte, même si le régime l'interdit, même s'il faut en payer le prix. Créer au risque de sa vie. Pour soi, pour quelques amis de passage. Derrière les portes fermées des appartements. Dans un café, une soirée, des caves. Créer pour s'évader d'une réalité sinistre, juste guidée par une nécessité intérieure. Mais aussi ruser, contourner la censure pour dénoncer. Il fait au début des petites peintures assez étranges, qui ont une espèce de caractère semi-naïf, qui sont souvent des critiques de la situation communiste soviétique, mais jamais des attaques de front. Le logement devient le symbole même de l'enfermement. Et en particulier les appartements communautaires. On s'y partage l'espace, on y vit reclus dans la promiscuité, avec la conscience d'être écouté et espionné en permanence, dans la peur d'être un jour dénoncé. On n'imagine pas, parfois 20, 30, 40 personnes dans quelques 100 mètres carrés, à 4, 5 par chambre, puisque les gens vivaient par chambre. Il y avait une chambre par famille, avec les générations, les grands-parents, les parents, les enfants. Avec une cuisine, chacun avait sa cuisinière dans la cuisine, son réchaud, son endroit, une salle de bain, un toilette. À l'entrée des portes, vous aviez 5, 6, 7, 8 sonnettes, puisque chaque sonnette donnait dans une chambre. Les murs avaient des oreilles en Union soviétique. Je veux dire que les gens, quand ils avaient des choses à se raconter, d'abord, la plupart du temps, allaient dans les cuisines où il y a du bruit. Ou alors, ils allaient dans la salle de bain, ils ouvraient le robinet pour qu'il y ait un bruit de fond et ils s'exprimaient en chuchotant pour se dire des choses, pour être sûr de ne pas être entendus. Kabakov a vécu ce confinement, le vol de son intimité. Il va parfaitement l'exprimer dans une œuvre qui s'intitule « Dans la chambre ». Dans un style enfantin, il peint deux personnages qui barrent l'espace.
Leur cerveau ne fait qu'un sous le chapeau melon. Et ils écoutent chacun la table au moyen de 2 stéthoscopes de bois. La chambre est une prison, mais paradoxalement, c'est aussi le lieu de tous les possibles. Très souvent, Kabakov peint des personnages qui n'ont de cesse d'échapper à cette réalité-là. Ils volent, flottent, rêvent d'ailleurs dans ce lieu même qui les étouffe. Comme si le régime ne pouvait avoir de prise sur l'imaginaire, comme si la seule possibilité d'être libre, c'était précisément ce droit à rêver. Il est dans ce monde onirique. Il a parfois les pieds sur terre, mais le monde onirique est toujours là. Et c'est ça qui, je pense, l'a guidé toute sa vie. C'est cette notion, voilà, du rêve, du rêve absurde, du rêve poétique, du rêve peut-être parfois triste ou terrible, catastrophique. Ce rêve est le produit de sa naissance, de là où il a vécu, de comment il a vécu, de comment il a été évoqué, de cette union soviétique, de ce questionnement, de tout ça. Et le résultat. La liberté au sein de l'enfermement, l'imaginaire au cœur de l'oppression, Kabakov joue sans répit sur ses forces contraires. Il est un observateur extrêmement précis et pointu de la situation russe et soviétique en particulier, avec un œil de sociologue quasiment. Et il élabore cette œuvre qui est quelquefois terriblement satirique ou ironique par rapport à son environnement, avec cette conscience de ce qui est particulier à la société russe. Au tournant des années 70, à l'aube de ses 40 ans, Kabakov devient plus féroce, plus politique. L'artiste élargit en même temps sa palette d'expression. Il expérimente de nouvelles techniques, de nouveaux procédés. Il prend les chemins de l'épure, du minimalisme, voire de l'abstraction. Il reprend très souvent des tableaux administratifs avec des lignes comme ça, des règlements, des panneaux qui annoncent les règles à suivre dans tel ou tel endroit, etc. Et il les détourne. Et il y a un tableau qui dit où sont, point d'interrogation, et en dessous, il y a simplement une liste de noms qui n'en finit pas. Et derrière, le tableau est très long, c'est tout blanc. On comprend tout de suite, ce sont des gens qui sont partis au goulag, et vous savez comment les régimes autoritaires fonctionnent. On fait toujours en sorte que les gens ne sachent pas. Quand quelqu'un est enlevé au goulag, on ne dit jamais si la personne ensuite est décédée ou où elle se trouve. On laisse les gens dans le doute. Kabakov intellectualise de plus en plus son travail. Pourrait-on dire que pour lui, la peinture n'a guère d'intérêt en soi? Seule en tout cas, elle n'est rien. C'est l'idée, le récit qu'elle véhicule qui est important. L'art comme support de la pensée. C'est la définition même de l'art conceptuel. Un mouvement dont Kabakov se fait le chef de file à l'Est. Un art où les mots, le graphisme et les sigles sont très importants, aussi petits soient-ils. Tenez par exemple, ici vous pourriez penser que c'est une immense toile bleue. Vous auriez tort. Allez voir dans les angles, c'est là que se trouve le sens de l'œuvre, car le bleu est en fait un horizon que regardent les locataires d'un appartement communautaire. Le premier voit un lac, le second pense à la mer, pour le troisième, il s'agit de l'air, et quant au dernier, il imagine le ciel. Sous des dehors abstraits, Kabakov nous raconte en réalité une histoire, parfois terrifiante, mais toujours teintée d'ironie. Illustrateur de livres pour enfants, dessinateur accompli, peintre, Ilya Kabakov va aller encore plus loin en s'emparant d'un nouveau moyen d'expression, l'installation. Et c'est un contexte très précis qui va au début l'inspirer. L'âge d'or de la conquête spatiale.
ce temps où la propagande communiste faisait l'éloge sans retenue de ces valeureux conquérants de l'univers. Et s'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-ci, Youri Gagarin. Ce fils d'une laitière et d'un charpentier, devenu le premier homme à voyager dans l'espace. Un héros vénéré par tout un peuple et autant dire un symbole à bichonner. Kabakov aussi se joue de ça et en joue pour faire des œuvres qui parodient totalement cette espèce d'enthousiasme pour les voyages spatiaux. Il le fait en faisant sa première installation en 1984-85 dans son atelier. Dans un appartement à Filé-le-Bourdon, avec des affiches de propagande collées au mur en guise de papier peint, trône au milieu un appareillage bizarre et archaïque, fait de ressorts et d'élastiques. L'habitant de cet appartement est déjà parti. Il a même laissé ses chaussures. Il s'est propulsé dans l'espace pour atteindre l'avenir radieux vanté par le régime. Le titre de l'œuvre est explicite. L'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est quand même de faire ça dans son atelier avec, à l'époque, aucune perspective de le montrer ailleurs. Et donc, il y a cette espèce d'énergie chez lui de faire des choses, d'avancer dans sa pratique artistique, coûte que coûte, même si c'est pour 15 personnes, et qui est quand même quelque chose d'invraisemblable. Enfin, c'est assez inouï, quoi. Partir. Kabakov est obsédé par cette idée, depuis toujours, parce qu'il a vécu la contrainte, la censure et la peur, parce qu'il a entendu les récits de sa mère, terrorisée par les séances d'épuration du parti. Il ne rêve que de cela, partir. Il sait aussi qu'à l'Ouest, il existe une avant-garde artistique. Il arrive à s'informer, sous le manteau. Les musiciens, les danseurs, il y en a quelques-uns qui voyageaient, qui racontaient. Donc tout ça faisait rêver, tout ça faisait gamberger. On rapportait un catalogue. Quand vous rapportiez un catalogue, c'était 50, 100 personnes qui le voyaient. C'était une chose rarissime, c'était une chose précieuse qu'on conservait, qu'on montrait, mais qu'on regardait avec des reproductions petites en noir et blanc. Mais Kabakov ne peut briser le rideau de fer. Dans son pays, on l'étouffe. À l'étranger, il n'existe pas encore. Il lui faut compter sur des passeurs qui croient en son talent. J'ai fait sa première exposition muséale à l'Ouest. En 1985, à Berne, grâce à Jean-Hubert Martin, l'Occident entend pour la première fois parler de Kabakov. Et donc, il ne pouvait pas sortir. Alors, il nous a donné toutes les indications extrêmement précises et quelquefois même des calques pour que nous puissions refaire ces tableaux en Europe. Et donc, on a refait un certain nombre de tableaux. C'est compliqué, mais c'est faisable. Et c'est le meilleur moyen de faire un pied de nez au régime autoritaire. Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, parmi les premiers tableaux de Kabakov exposés à l'étranger, il y eut de simples reproductions. Comme celui-ci, la presqu'île de Bergensk. Du blanc, uniformément étalé, et au milieu un trait noir. Une fois de plus, si on se rapproche, on aperçoit presque imperceptiblement des maisonnettes accrochées à cette ligne et en dessous leur reflet. Le trait noir est en fait une étendue d'eau. Derrière l'apparente austérité du tableau, Kabakov évoque une nouvelle fois son désir d'évasion. C'est l'histoire qui va enfin le lui permettre. Il a 56 ans.
Quand il a enfin la possibilité de quitter l'Union soviétique, alors ça se passe en 89, il dépense une énergie mais absolument incroyable. Pendant une demi-douzaine d'années, il passe son temps comme un artiste nomade. Il passe son temps d'une ville à l'autre en allant d'un musée ou d'une galerie à l'autre pour faire des installations. Cet artiste avait toute cette force intériorisée comme ça et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Pendant 20 ans, Kabakov ne va cesser de creuser son sillon vers la postérité artistique. Dans une création frénétique autour du globe, contrastant logiquement avec son isolement passé. 155 installations entre 1983 et 2000. À ce jour, l'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement est son installation la plus célèbre. Acquise en 1989 par le Centre Pompidou, elle ne cesse depuis de faire le tour du monde des musées. En guise d'apothéose, il se retrouve presque naturellement à Paris, honoré au Grand Palais, dans un espace tout entier dédié au spectacle de son monde. Et à 80 ans, celui qui a coutume de dire qu'il est le dernier artiste soviétique reste hanté par ces questions d'oppression et d'enfermement. Dans cette nef gigantesque, il n'a même rien trouvé de mieux que de recréer un sentiment claustrophobe. Il a imaginé une cité étrange que le visiteur pourra arpenter, un parcours labyrinthique fait de rues et d'allées sinueuses, entouré de murs et d'enceintes. La cité Kabakov est composée de 9 éléments. Une porte, ou plus précisément les ruines d'une arche. Une salle de musée classique, mais étrangement vide de tableaux. Des édifices mystérieux qui promettent de nous faire rencontrer un ange ou d'entrer en contact avec le cosmos. 2 chapelles, l'une blanche, l'autre obscure. Chaque pièce réserve une surprise, une rencontre avec l'œuvre d'Ilya Kabakov, avec son monde fait de rêves et d'utopies. L'ensemble est éclairé par une coupole, un dôme, qui accentue cette dimension spirituelle et sacrée. Mais pour l'heure, à 3 semaines de l'ouverture, sa ville n'est encore qu'un immense chantier sur lequel s'affairent des ouvriers. Il faut d'abord commencer par décharger des tonnes de matériel, puis agencer les panneaux de bois qui constituent l'ossature de la cité, ses murs, ses façades et ses toits. Ce projet a été méticuleusement pensé par Ilya Kabakov sur plan et dessin. C'est l'architecte Sylvie Jodard qui est chargée de le réaliser. Avant cela, elle n'avait aucune idée de qui était Ilya Kabakov. Elle a simplement remporté un appel d'offres. Pour le moment, ils ont dessiné ce qui est sur le plan, mais après, ils vont assembler les éléments en bois et on choisira où on va les placer. Et là, on peut voir, quand le public entrera, le mur sera juste ici. J'adore la claustrophobie. C'est ma spécialité. Je veux que les gens se sentent oppressés et non pas à l'aise. Cette lumière est trop forte. Il faut une petite lueur. Ok, d'accord. Une petite lumière. Ouais, ok. On fera le test.
Elia Kabakov adore les couloirs, les corridors, et cette cité, elle est exactement comme ça. Quand on va se promener, il y a des resserrements. Quelquefois, quand on passe derrière les bâtiments, on va se retrouver dans des sortes de ruelles médiévales où les gens vont être à des endroits, on va être quand même très oppressé parce qu'on sera entre un mur de 7 mètres et un mur de 5 et on sera à 1,80 m de large dans le passage. Je l'ai vu déambuler, regarder où étaient tracées les choses, comment son corps allait, ce qu'il aime beaucoup ressentir aussi en se promenant, en tendant les bras. L'échelle humaine fait partie de son projet, qu'il soit gigantesque ou petit. Et c'est vrai que vous regarderez les dessins, il y a toujours des personnages, il y a toujours des histoires qui s'écrivent entre l'homme et un environnement, un univers. C'est-à-dire que c'est l'homme qui, lui, donne finalement vie au projet. Mais la cité étrange et utopique du Grand Palais n'est pas l'œuvre d'un seul, en tout cas d'un seul Kabakov. Depuis 25 ans, Ilia partage la vie d'Emilia. C'est avec elle qu'il a conçu Monumenta. C'est avec elle qu'il signe des installations qui ont fait la renommée du couple sur la scène internationale. Dans le monde de l'art, on dit les Kabakov. New York. Oui, mais c'est bien plus loin que résident Emilia et Ilia. À Long Island, à 3 heures de route. Il faut traverser des bois, des forêts, des zones pavillonnaires, puis encore des zones pavillonnaires, des forêts et des bois. Pour arriver, au bout d'un temps assez long, au bord d'une crique, face à l'océan. Dans le calme absolu d'une journée d'hiver. Emilia et Ilia vivent à la marge, reconnus, respectés, honorés, mais en même temps à l'écart du monde. Nous avons acheté cette maison il y a 19 ans. On a construit tous ces bâtiments. D'abord, on a acheté la maison, puis ensuite on a construit le studio. C'est ce qu'on a fait en premier. Et puis après, plus on a eu de l'argent, plus on a construit. Maintenant, on a assez d'espace. C'est très important cet endroit parce que c'est calme. Personne ne vient nous perturber. Il n'y a pas d'interférence. C'est très dur de travailler à New York parce que l'énergie de la ville envahit votre travail. Les gens viennent tout le temps. Ici, il n'y a que nous et on peut rester concentré. L'atelier des Kabakov est une espèce de grenier à la Léonard de Vinci. On peut monter. L'on y pénètre presque sur la pointe des pieds, tant l'atmosphère y est sereine, tant on aurait peur de déranger ces personnages qui ne sont que des maquettes, mais qui semblent pourtant si vivants. Des anges prêts à prendre leur envol, des êtres accablés par le poids du monde, des silhouettes qui marchent, dansent, puis chutent. L'idée de départ, c'est que nous sommes des artistes qui faisons des installations. Et très souvent, les gens ne savent pas ce que c'est exactement une installation, parce que c'est en 3 dimensions. On sait depuis des siècles comment regarder des tableaux, mais les installations, c'est problématique. Le grand public ne les voit pas. Il n'y a que quelques critiques d'art. Il y a très peu de gens qui en comprennent le sens. On a décidé de faire ce musée imaginaire avec des projets qui n'étaient pas encore réalisés. Quand on a commencé, il y a presque 15 ans, ce n'étaient que des idées. Et puis, certaines se sont concrétisées. Donc maintenant, ce n'est plus vraiment un musée imaginaire, car la moitié des projets ont vu le jour et l'autre pas. Donc c'est une espèce de boîte à idées.
Cette installation est en Allemagne. Pour fonctionner, elle a besoin d'eau. On l'a appelée « Projet pour la préservation des ressources naturelles ». Comme vous pouvez le voir, c'est une construction de 25 mètres de diamètre. La machine drague l'eau et elle passe ensuite dans les tuyaux qui la purifient. Et une fois propre, l'eau est déversée dans le même lac. C'est drôle et ironique. Et c'est aussi un espace de promenade. Ça, c'était un projet pour le mur de Berlin. On l'a appelé l'immigrant perpétuel. C'est un homme qui est monté sur le mur et qui est resté bloqué dessus. Cela devait être une œuvre phare pour le mur de Berlin, mais ça ne s'est pas fait. Beaucoup de nos projets sont dans de nombreux musées et villes. Par exemple, celui-ci, l'œuf, représente le premier stade de la vie. Un versant dort encore, l'autre est déjà réveillé. L'original de cette sculpture est en Corée, à Séoul. On a créé le bateau de la tolérance après avoir été invité à faire ce projet avec des enfants à Siva, en Égypte. Les dessins sont faits par les enfants. Et ensuite, on a construit le bateau. Au départ, on ne devait le faire qu'une fois. Mais quand on a vu à quel point les enfants de différentes communautés réagissaient, on s'est dit que c'était un formidable vecteur pour parler de la tolérance. Maintenant, il est présent dans la moitié du globe. Loin de l'agitation du monde, Ilya et Emilia Kabakov ne semblent vivre que pour leurs idées et s'en nourrir. S'intéressant peu aux choses du quotidien, leur regard toujours porté vers l'ailleurs, l'au-delà. L'ex-URSS, ils l'ont quitté il y a longtemps. D'abord elle, en 1973, à l'âge de 31 ans, puis lui, bien après, en 89, à 56 ans. Et pourtant, à des milliers de kilomètres, son pays est toujours très présent, comme s'il était impossible de s'en écarter et de rompre tout à fait ce lien-là, comme si finalement il y avait quelque chose d'infiniment rassurant dans l'idée de rester russe. Tellement russe, il a fallu qu'Ilya épouse sa lointaine cousine, Emilia. Oui, nous sommes parents, donc je l'ai toujours connu. Quand il était étudiant, il venait voir mon père et ma mère à Moscou. Et il donnait aussi des cours de dessin aux enfants. C'est là que j'ai eu mes premières notions de dessin. Et ensuite, j'allais dans son atelier, parce que dans cet atelier, c'était tellement calme. On avait l'impression qu'on était déconnecté de la réalité de tous les jours. Ilya, à cette époque, était déjà un artiste très connu. Beaucoup de gens venaient le voir. Du coup, j'étais très intimidée. Quand je venais, j'avais peur de poser des questions. Mais ce qu'il faisait me passionnait. Ces deux-là se connaissent depuis la nuit des temps. Mais c'est à New York qu'ils se revoient lors d'une exposition d'Ilya en 1989. Depuis, ils ne se sont plus quittés. En 1996, ils accomplissent ce geste artistique fort en décidant de signer à deux leurs installations. Ce n'était pas à moi de dire à Ilya d'associer mon nom au sien. Je n'aurais pas trouvé ça très déontologique, parce que c'est un artiste professionnel. Et puis Ilya me l'a proposé. C'est là que nous avons commencé à signer à deux. C'est assez logique, puisqu'il y a mes idées dans ses œuvres, et que nous travaillons de manière très très proche. C'est vrai qu'autrefois, les femmes et les modèles d'artistes n'étaient pas des partenaires. On les appelait des muses. Elles inspiraient les artistes dans la conception de leur œuvre et de leurs tableaux. Mais aujourd'hui, on est à l'heure de l'égalité. La femme n'a plus envie qu'on la cantonne au rôle de muse. Elle a envie d'être partenaire à part entière. Et les hommes sont bien obligés de faire avec. Vous êtes partenaire à part entière ? Absolument, oui. À l'habituelle question « Comment répartissez-vous les rôles ?», Emilia a l'habitude de dire qu'il y a peint et qu'elle fait tout le reste. Une formule de circonstance derrière laquelle le couple s'abrite. Pendant qu'Emilia donne des interviews, Ilya, lui, fuit les caméras, se tient en retrait
tout entier imprégné de son projet. Pendant ce temps, la cité prend forme peu à peu. Les façades sont érigées. Les toits sont maintenant posés. On peut pénétrer dans les maisons. Et c'est soudain un autre monde qui s'ouvre à nous. Le monde d'Ilya Kabakov. Une confrontation totale, sensorielle et spirituelle avec son œuvre. Là, dans ce bâtiment tout en lumière, 79 toiles du maître couvrent les murs. Elles sont disposées tel un damier, méticuleusement pensées. Kabakov a nommé cet endroit la Chapelle Blanche. Les peintures sont des souvenirs, c'est ça? Oui, des souvenirs. Et de quoi? Difficile à dire. L'oubli, le vide, a tout envahi. Le blanc aveugle tout. C'est ça. Il reste seulement de petites fenêtres pour quelques souvenirs. Oui, car l'homme a tout oublié. Il se souvient juste de quelques fragments, des images, un ami, un oiseau. Tout autour, le reste, c'est du vide qui a envahi sa tête. Et progressivement, le blanc devient de plus en plus grand. Il gagne sur les images. Oui, oui. Mais les images ici ne sont pas des souvenirs personnels, n'est-ce pas? Ce sont des souvenirs qui concernent tout le monde. Des souvenirs communs, c'est ça. C'est exactement mon axe de travail. Il y a ma subjectivité, ma vie, Oui, ta vie. et en même temps, tous les hommes peuvent avoir... les mêmes souvenirs. Oui, c'est à la fois subjectif et universel. Il y a ces deux axes-là. Si on poursuit notre chemin, dans un autre pavillon, on découvre des dessins étranges, avec cette précision technique qui rappelle des plans d'architectes. Là, une maquette, puis d'autres, semblent évoquer un monde utopique. Est-on dans le futur ou le passé? On ne sait pas. Le temps des Kabakov s'étire et nous trouble. On oublie les heures, l'esprit va plus loin, s'inscrit dans un autre espace-temps, labyrinthique. Ilya Kabakov est un conteur. Toute son œuvre et toutes ses obsessions sont ici parfaitement concentrées. On a les maquettes ici du centre de l'énergie cosmique, qui en fait est composé de 3 bâtiments. Alors, comme toujours chez Kabakov, c'est un récit, hein, c'est une fiction. Donc, on a découvert, à la suite de fouilles archéologiques, ce qu'il appelle des calices. Ils appartiendraient à une civilisation ancienne, d'il y a 13 siècles avant Jésus-Christ. Et on imagine qu'elles ont servi à cette civilisation pour se mettre en relation avec le cosmos. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a toujours cette orientation à 60 degrés. Même les personnages qui sont figurés aux 4 angles prennent cette inclinaison de 60 degrés parce qu'ils racontent que l'énergie cosmique est perçue par le corps d'une manière très particulière par l'arrière de la tête, la colonne vertébrale, quand on prend cette inclinaison de 60 degrés. C'est une des manières de correspondre avec l'immatériel, avec le métaphysique. Ça, ce serait la version scientifique, en quelque sorte. Et à côté, vous avez une version mystique, qui est celle de la ville tibétaine qui se retrouve dans le ciel en même temps. Une ville qui a son double céleste. Et puis, vous avez la version artistique qui est le musée vide pour les gens qui trouvent le sacré au fond
dans le musée, dans les œuvres d'art. Et puis il y a la version religieuse, qui est comment rencontrer un ange. Puis il y a la dernière version, qui est peut-être humaniste, pourrait-on dire, qui est celle des portails, où simplement il y a un seuil, une porte, et on franchit ce seuil et on est ici ou ailleurs, et dans la vie ou dans la mort, avec l'au-delà. Voilà. Voyager, des ténèbres vers la lumière, s'affranchir des choses matérielles pour s'élever. Le chemin que nous fait emprunter Kabakov nous amène toujours plus haut. Appelez cela comme vous voulez, le rêve, le sacré, le cosmos. Vivre sur Terre n'a guère d'intérêt si l'esprit ne peut s'en détacher. Sa cité constamment nous y invite. Mais peut-être y a-t-il un élément qui symbolise tout cela. Ni une maison, ni une enceinte, ni une porte. Un dôme. La cupola, un monstre d'acier et de néon. Longueur 15 mètres, hauteur 16, poids 24 tonnes. Ilia et Emilia en ont fait le personnage principal de leur installation. En pleine action, ça donne ça. « 1400 tubes fluorescents qui déversent en flots de lumière. » C'était pour un opéra à Madrid, Saint François d'Assise. Depuis cet opéra en 2011, la cupola est restée stockée dans le fin fond de l'Espagne, dans un désert digne d'un western spaghetti, dans le vent et la poussière. La rencontre au départ est un peu décevante. La belle et majestueuse cupola est en kit, éparpillée dans d'immenses containers, réduite à l'état de vis, de boulons et de pans de métaux. Un mois avant l'installation au Grand Palais, les architectes sont chargés de recoller les morceaux. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo está usted? Attends, il y a des barres là qui viennent là? C'est quoi ça? En fait, ces éléments-là, ce sont ceux qui tiennent la première couronne. Attends. Parce que là, ils sont assemblés ensemble là. Ouais, définitivement. Oui. Voilà, donc là, on voit pas ça. On a besoin de quelqu'un pour compter les boulons. Ouais. Ok. C'est 152. We don't understand. Here it's very easy to explain because you have two flasks, slack, boulonnais. Okay, it's easy. But after, what about another one piece here? What is the system? Aujourd'hui, tout ce qu'on fait est pour le moins assez pauvre en événements, puisqu'il s'agit d'ouvrir des caisses, de voir des bouts de ferraille, des boulons, mais on sait que chacune de ces pièces, chacun des boulons, une fois rassemblés, vont constituer une œuvre inouïe. Donc c'est ce paradoxe entre la sécheresse de ce qu'on vit aujourd'hui, mais on l'apporte facilement par on sait que chaque boulon contient du souffle, que chaque pièce contient une énergie. Et à chaque fois, ces œuvres se projettent vers le ciel, se projettent vers les tréfonds, et l'homme est au milieu de tout ça. On espère que dans Monumenta et dans la nef du Grand Palais, cette magie, ce phénomène va opérer. La cupola, c'est un peu le domaine réservé d'Emilia, l'ancienne pianiste. Pour le Grand Palais, elle a mis en place une programmation spéciale son et lumière.
Quand on a dessiné Monumenta au début, la cupola n'était pas prévue. Et puis, quand nous sommes venus ici, nous avons regardé la nef, les constructions et l'architecture, et on s'est dit que la cupola irait parfaitement, visuellement et architecturalement. C'est aussi une attraction pour le grand public, les touristes, les enfants. Ils pourront à la fois apprendre des choses sur la musique et la couleur, et en même temps apprécier le spectacle, écouter l'étrange musique de l'étrange cité. C'est un ensemble. Vous avez l'étrangeté de la cité et l'étrange cupola. On crée des ponts entre le 19e siècle et aujourd'hui, entre musique, son et art visuel. Sur la même scène, vous avez donc de multiples correspondances. Si vous pouviez trouver une combinaison de couleurs qui marche quand le soleil est au maximum, que ce soit le plus soutenu possible. Ah, ça c'est magnifique. Toutes ces combinaisons sont très belles, mais on doit pouvoir les voir. Cela crée différents niveaux. Vous voyez une coupole, puis une autre. Votre regard s'égare et vous voyez à nouveau une autre coupole. Donc c'est comme un immense cercle. Toutes ces arches, tous ces éléments d'architecture entrent en correspondance avec notre cupola. Tout fait lien. Sous cette couche de métal, de bois, de peinture, tout fait lien et nous porte vers le monde de Kabakov. Ce monde où l'esprit résiste, s'échappe et sans cesse palpite face à la réalité qui le broie.